Allez, bienvenue dans une série de vidéos, enfin, qui va parler du routeur solaire et en particulier du modèle on-grid que la majorité des gens possèdent. Donc ça va être une série de vidéos qui va faire suite aux vidéos un petit peu polémiques de Guillaume Piton Lawatry, qui a lancé un peu le sujet, et on le remercie pour ça, et également une autre chaîne excellente, plutôt sur l'électrotechnique, de Pierre CHFD. Voilà, donc je vous conseille fortement d'abord de vous abonner à ces deux chaînes-là, parce qu'elles sont très intéressantes, mais je suppose que ça sera déjà le cas. Donc je vais essayer d'apporter des éléments complémentaires et notamment un peu contradictoires dans ce qui a été annoncé dans ces séries de vidéos, notamment celle de Guillaume. Alors, cette série de vidéos, je la fais en travail collaboratif avec un utilisateur du réseau Discord de Luc et il y a d'autres aussi participants, notamment pour faire les mesures in situ que je vais vous montrer bientôt, pas dans celle-ci, mais dans la prochaine. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un routeur solaire? C'est un dispositif électronique, généralement à base d'un composant qui s'appelle le triac, qui permet de gérer le potentiel surplus solaire et de l'envoyer dans une charge purement résistive, typiquement un ballon d'eau chaude sanitaire le plus basique qui soit avec thermostat mécanique ou des radiateurs grille-pain, etc. Vous avez compris, purement résistif, sans électronique. Alors, le qualificatif d'on-grid, ça veut dire que la régulation du dit triac va se faire au travers de la mesure de la puissance active, donc on va dire sur la partie AC, voilà, entre les entrées et les sorties du 230 volts de votre onduleur. A contrario, et là c'est un petit peu moins connu, il existe aussi des routeurs solaires off-grid où là la régulation va se faire sur le courant de la batterie, voilà, et notamment le fameux routeur off-grid d'Ibidouilleur dont j'ai collaboré. Voilà, donc on va dans cette première série de vidéos s'intéresser plutôt aux routeurs solaires on-grid puisque c'est là qui globalement 98% des installations solaires potentielles peuvent être impactées par ou intéressées par ce type de dispositif. Alors, l'objectif de ces vidéos, c'est d'apporter des informations complémentaires, voire contradictoires, sur les différents points qui ont été soulevés dans l'ensemble des vidéos des deux chaînes. Alors, je les cite de façon non exhaustive, et certainement un peu dans le désordre, mais il a été mentionné ou évoqué, où on a compris que, par exemple, que le routeur solaire génère des harmoniques de courant qui vont perturber, voire faire surchauffer, et détruire, par exemple, notre onduleur. Bon, voilà, ça a été évoqué. Le routeur solaire également génère également des harmoniques qui vont, elles, cette fois-ci, détruire potentiellement les équipements des maisons de vos voisins. Donc là, effectivement, c'est un gros souci. Le routeur solaire aussi a été évoqué, que ça génère encore des harmoniques de courant qui vont perturber également le réseau Enedis, c'est-à-dire grosso modo le premier transformateur de votre quartier. Et également, il a été évoqué que finalement le routeur, c'est une genre de triche sur la notion de compteur Linky qui comptabilise mal ou qui voit mal les choses. Et donc, finalement, on est en train d'arnaquer un peu Enedis. Alors, donc, une sorte de malhonnêteté en l'utilisant. Et ce qui a été également mentionné, c'est que le routeur chauffe énormément et consomme beaucoup d'énergie. Donc ça aussi, on va essayer d'aborder ça. Et que le filtrage passif, d'une manière générale, est un dispositif onéreux, volumineux et qui dissipe pas beaucoup et qui est pas forcément très efficace. Voilà. Alors qu'est-ce qui a été mentionné, c'est que les harmoniques de courant, notamment l'harmonique 3, va faire surchauffer le neutre. Et qu'est-ce quoi donc encore que le routeur génère des harmoniques de courant de nature à dégrader un peu les systèmes de compensation qui sont installés sur les transformateurs Enedis. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres points qui ont été soulevés. Vous voyez, la liste est longue. Le routeur génère des facteurs de forme à faire surchauffer le transformateur Enedis, c'est un peu lié à ce qu'on a dit précédemment. Que finalement que le routeur ne permet pas de respecter en aucun point les normes de facteurs de forme, c'est-à-dire il doit être supérieur à 0,9. Il est définitivement pas acceptable, par exemple, d'injecter du courant sous cette forme de M particulière que Guillaume a mentionné, M inversé. Voilà, et du coup, encore, voilà ces points-là, que ça entraîne des chutes de tension, parce que la présence harmonique, la charge de courant fait qu'il va y avoir une perturbation de la source de tension, et ça, même au niveau de Enedis, donc ça peut provoquer, donc c'est la notion de THDV qu'on va regarder, enfin qu'il n'existe pas de triac qui soit certifié CE, voilà, et d'une manière générale.
Bon, on va essayer de répondre dans cette série de vidéos à l'ensemble de ces questions, corroborer ou infirmer. Alors, on va démarrer par la définition. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un watt? Eh bien, c'est la génération ou la consommation d'un ampère sous un volt. Donc, du coup, on va pouvoir se référencer par rapport à cette définition. Alors, dans le cas continu, vous le savez que la puissance instantanée s'exprime sous le produit tension fois courant, et finalement, avec mon appareil de mesure qui mesure les puissances, que je prenne à l'instant t ou t plus que vous voulez, vous allez mesurer toujours la même puissance en courant continu, ça paraît évident. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en courant alternatif? Alors du coup, les signaux, par exemple le signal de tension s'exprime sous une forme sinusoïdale. Donc au cours du temps, on a une amplitude I0 fois 2pi f0. F0 c'est la période ici donnée 10 le 50 Hz fois le temps. Et comme on va commencer par une charge linéaire, le courant, la forme de courant est aussi une forme sinusoïdale, et avec une amplitude I0 toujours à la même pulsation et potentiellement retardée dans le temps, ou ce qu'on appelle déphasée, du paramètre phi. Alors comme la forme de la tension et du courant reste la même à un facteur d'échelle près et éventuellement retardé, on parle de charge linéaire. Mais si on applique la même formule UI au cours du temps à la puissance instantanée, qu'est-ce qui va se passer? Regardons l'exemple. Voici la courbe en tension, voici la courbe en courant. Je fais le produit des deux. On voit qu'en fait ça varie 50 fois voire 100 fois par seconde. Et du coup, avec notre appareil de mesure, avec la simple puissance instantanée originale, on n'aura pas une mesure qui soit indépendante du temps. Donc on cherche quelque chose qui le soit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais un peu extrapoler et on va se mettre dans le monde du traitement du signal, des statistiques. Imaginez un processus aléatoire. Par exemple ici, la courbe en bleu, ce sont des échantillons qui viennent d'une distribution uniforme. Donc distribution uniforme, ici elle a un support compact et borné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeurs qui sont par exemple ici en dessus de 5 et en dessous de 0. Et donc tous les échantillons sont là-dedans. Et si je m'amuse sur ces échantillons à calculer cette intégrale ou cette limite quand temps t vers un temps l'infini de x de t dt, qu'est-ce qui se passe? Voici la valeur de l'intégrale au cours du temps, ou si la valeur de t de la borne supérieure est grandie, on voit que cette intégration tend vers une constante. Tiens, ça c'est intéressant, parce que du coup, cette constante, elle ne dépend plus du temps. Et donc finalement, la quantité limite de t vers l'infini de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t dt, ça a l'air, déjà en tout cas pour un processus aléatoire, de converger vers une constante. Donc ça c'est intéressant, parce que est-ce que pour nos signaux alternatifs, on aura la même chose? Alors on vérifie pour une autre distribution d'un processus aléatoire, ici des échantillons gaussiens. Poum, patatras, quand on est à la courbe rouge, ça a l'air de converger vers une constante et qui ne dépend plus du temps. Alors voici la distribution par exemple d'échantillons gaussiens. Donc on peut se dire, tiens, c'est marrant, et si on faisait ça pour nos signaux sinusoïdaux aléatoires, et je calcule par exemple l'intégrale de 1 sur t, 0 à t de u de t dt, bingo, regardez, c'est là toujours la courbe rouge. Alors ça oscille, mais on voit que au fur et à mesure que t augmente, je converge vers une valeur. Alors ici, comme c'est un signal périodique et qui est centré sur 0, je vais converger vers 0, mais c'est assez intéressant. Et donc, je suis en train de me dire, est-ce que si j'intègre comme ça, au cours du temps, non pas U de t ou I de t, j'observerai pas pour le produit I de t fois I de t, un peu la même chose, une convergence, et qui soit indépendante de temps. Donc ça, c'est pour le cas pour I de t. Et regardez ce qui se passe lorsque j'applique, alors mon visage est en plein milieu, voilà, la même formule pour cette fois-ci le produit U de t, I de t, et je l'intègre au cours du temps. Donc là, alors j'ai pas pris du 235 volts parce que du coup, pour avoir un peu les courbes qui superposent joliment sur la même courbe, mais bon, peu importe. Et regardez ce qui se passe. Voilà, et donc je fais le produit U de t fois U de t, comme ça, aussi, qui oscille, donc 2 fois plus, tous les t0 sur 2, mais on a cette même courbe, et maintenant je vais l'intégrer, je vais calculer 1 sur t, l'intégrale de ce machin chose. Et regardez ce qui se passe. Et là, bonne nouvelle, regardez la valeur de l'intégrale. Là également, ça converge au cours du temps. Donc quand t augmente, l'intégrale de ce produit des deux, de la puissance instantanée, converge vers une valeur. Bon, ça c'est cool, ça veut dire que j'ai enfin un estimateur de ma puissance en watts
qui ne dépend plus du temps. Le seul problème, pour l'instant, c'est que ça ne converge que lorsque t tend vers l'infini. Ça veut dire qu'avec mon appareil de mesure, il faudrait que je reste une éternité pour pouvoir avoir cette puissance qui est indépendante du temps. Donc finalement, j'avance pas trop. Regardez, je vais me transformer en squelette le temps que j'ai ma valeur qui soit indépendante du temps. Donc du coup, c'est pas très cool. Sauf que nous avons des signaux périodiques et surtout sinusoïdaux. Et regardez la valeur de l'intégrale de i de t fois u de t. Eh bien, on voit que tous les multiples de t0 sur 2, je prends exactement la valeur de la limite quand t tend vers l'infini. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'attendre t égale vers l'infini, il suffit que je mesure ou je prenne la valeur de l'intégration, tous les multiples de kt0 sur 2, mais c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend plutôt des multiples de kt0. Et donc, la moralité, c'est que la notion de puissance, en alternatif, je vais la définir comme ceci, c'est-à-dire la limite d'1 sur t de l'intégrale de 0 à t du produit de la puissance instantanée, du i de t fois u de t. Il suffit que je prenne les valeurs, tous les multiples de la période du 50 Hz. Alors, ici, ça va dépendre de k, et un minimum, vous allez intégrer sur une période. Alors, ce qui veut dire, c'est que toute interprétation du résultat d'une puissance en alternatif sur une durée qui a été faite sur une période inférieure à 20 millisecondes, ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'estimateur de la puissance n'a pas eu le temps de converger à minimum. Et donc, toute définition de puissance, là je vous ai présenté la puissance active, c'est ça qui impose, c'est que voilà, pour avoir cet estimateur qui converge, j'ai pas le choix. Alors cette intégrale ici, c'est génial, donc je vais prendre k égale 1, donc je dois intégrer au minimum sur une période pour avoir ma puissance active. En fait, comment c'est fait en pratique? Cette intégrale est d'abord, on échantillonne le signal, ça veut dire qu'on le discrétise, tout avec une fréquence d'échantillonnage qui est beaucoup plus rapide que f0, voilà, et je vais les sommer, les échantillons pris aux différents instants n delta t, donc j'échantillonne u, j'échantillonne v, et je multiplie par le pas delta t, et je n'oublie pas le coefficient de normalisation. Alors je rappelle que le delta t, c'est la période d'échantillonnage qui va être définie sur 1 sur la fréquence d'échantillonnage. Et celle-ci, pour respecter Shannon, doit être au minimum 2 fois supérieure à f0, c'est-à-dire supérieur à 2 sur t0. Donc ça, c'est le théorème de Shannon. En pratique, c'est bien plus qui est pris. Par exemple, pour des appareils de mesure contemporains, le PZM, que sais-je encore, ou dans le Linky, ça va être plutôt des centaines de kilohertz qui vont être pris pour échantillonner le signal. D'accord? Donc, ça, c'est une réalité. Du coup, cette intégration numérique de la puissance active, elle est faite finement. Et je rappelle que je dois attendre au minimum 20 millisecondes pour pouvoir sortir un résultat et en tout cas l'interpréter. Alors, quoi dire de plus, c'est que le fait de dire que, par exemple, dans le routeur, on mesure P égale 0 pour un équilibre du routeur, et par exemple, c'est juste une coïncidence parce que les fréquences d'échantillonnage a été mal choisies, etc. Non, c'est pas vrai, puisque, en fait, d'abord, il est choisi à plusieurs centaines de kilohertz pour respecter Shannon, et puis, du coup, on doit minimum attendre 20 millisecondes pour pouvoir conclure sur cette puissance active, et on verra sur toutes les autres puissances. Alors, on va traiter un deuxième cas, dans le cas où finalement il y a un déphasage de pi entre courant et tension, ça arrive, voilà. Mais ça reste toujours une charge de courant linéaire, ok, parce que c'est toujours la même forme de sinusoïde. Et qu'est-ce qui se passe sur le produit UI? On va regarder ça. On obtient un peu la même chose, à part qu'au lieu de converger vers plus 3000 watts, on converge vers moins 3000 watts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'intégration de cette puissance U de t fois I de t, attention, on peut obtenir des valeurs qui soient assignées, soit entre moins P0 et plus P0, ici présent dans ma manipulation, c'est entre moins 3000 watts et plus 3000 watts. Donc, c'est une valeur signée, la puissance active. Okay. Alors on va un peu étendre cette puissance active maintenant à la notion de puissance apparente qui s'exprime non plus en watts mais en volts ampères. Donc qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est le produit de la tension efficace fois l'intensité efficace. Alors j'ai pas dit ce que c'était ces deux notions là, mais en tout cas la puissance apparente c'est celle que doit produire le générateur, par exemple ici Enedis par exemple, pour que notre charge consomme la puissance active P.
D'accord? Et on le comprend bien, c'est que cette puissance apparente peut être malheureusement, pour X ou Y raison, supérieure à la puissance consommée par notre appareil. En tout cas, c'est la puissance qui transite sur le réseau. Et donc, comme je vous l'ai montré ici, c'est le produit de cette tension efficace fois efficace. Comment sont-elles définies? Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Un peu la notion de cette fameuse intégrale. Donc, 1 sur T0, l'intégration sur T0, de U carré de T, voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est le carré de la tension qui est intégrée. Donc ça ressemble un peu au produit UI, hein, donc on a aussi un produit, mais là c'est le produit avec lui-même de la tension. Et on normalise, donc on sait que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, ça va converger, et j'en prends la racine carrée. Et pareil, identiquement, pour le courant efficace, ça va être l'intégration de I carré que je vais faire. Donc voilà, donc on sait que ça converge, la racine carrée va converger, mais le fait que l'on prenne un carré de la tension ou le carré de l'intensité fait que cette quantité ici sera toujours positive. De toute façon, j'aurais eu un problème en prenant après la racine carrée. Donc la tension efficace et la courant efficace, ce sont des notions toujours positives. Ça, il va falloir le retenir pour un peu plus tard, notamment quand on va discuter du routeur solaire. Alors, une fois qu'on a ça, par exemple, je vous montrais la valeur de la puissance apparente pour une charge linéaire avec phase en phase. Ici, on a la tension et le courant. Donc ici, par exemple, on a la tension au carré. Et regardez, quand j'intègre ce machin-là, ça converge, ça converge, ça converge. Et on sait par notre résultat précédent, pas besoin d'attendre t l'infini pour avoir le résultat. Il suffit que je prenne la valeur tous les 4t par exemple, etc. avec k minimum 1 tous les 20 millisecondes, on va dire, pour avoir la valeur. Donc on peut attendre par exemple les 20 millisecondes pour pouvoir avoir la notion de tension efficace. À l'instar, le courant efficace aussi converge vers quelque chose ici. Et donc il suffira que je prenne les deux valeurs en limite ou les deux valeurs sur les croix ici, de tension et de courant, que je les multiplie pour avoir ma fameuse puissance apparente. Alors, pour le déphasage de pi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous ai dit, le fait de prendre le truc au carré, on s'en fout un peu parce que là c'est en opposition de phase entre courant et tension, mais comme je le mets au carré, ça restera comme en phase, comme vous le voyez ici. Et donc finalement, comme on fera toujours le produit de deux quantités toujours positives, la puissance apparente sera effectivement toujours positive, à contrario de la puissance active, quel que soit le déphasage en fait. Alors, on va continuer. Voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite animation faite sur Google Colab. Donc les fichiers sont téléchargeables, etc. Je vous rappelle que ça permet d'exécuter des scripts Python. Donc comment on exécute? Il y a des blocs ici. Il suffit d'appuyer sur Play et je vous conseille de les exécuter du premier bloc vers le dernier. Et en particulier, si vous regardez un peu mon script, voilà, et vous avez le dernier bloc, me semble-t-il, où on va voir un peu l'animation de ce qui se passe pour une charge linéaire au cours de... voilà, donc je exécute ici, j'appuie sur le play, alors au préalable, ça veut dire que j'ai exécuté les autres blocs avant, histoire que je me prépare, donc je vais exécuter, voilà, et on va voir la belle animation qui arrive ici, voilà, ici. Et donc vous allez voir que je vais retarder le courant par rapport à la tension, donc j'augmente le déphasage. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la puissance active de ce coin-là, la tension efficace ici, et le courant efficace. Donc il suffira de multiplier les deux valeurs ici pour obtenir la puissance apparente, je vous le rappelle. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette puissance active, elle va aller d'une valeur positive et petit à petit, elle va aller vers une valeur négative, dans ce que je vais avoir aux positions de phase. Par contre, les valeurs de tension efficace et courant efficace ne changent pas, en tout cas, on reste positif. Donc, je vous conseille d'aller exécuter ce petit script. Le lien du fichier Google Colab est en description. Donc, si on retourne un peu sur notre système, voilà, donc on va remettre en affichage grand. C'est un peu lent avec mon PC. Voilà. On va définir d'autres notions qui est en complément de la puissance active et la puissance apparente. C'est la puissance réactive qui s'exprime en volt-ampère réactif.
Alors, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est non nulle dès qu'il y a des composants réactifs. Alors, qu'est-ce que c'est un composant réactif? C'est un composant soit qui génère ou qui absorbe un effet capacitif, soit qui génère ou qui absorbe des effets inductifs. D'accord? Donc, c'est grosso modo des avances ou des retards de phase, tels que des selfs ou des capacités. Par contre, si cette puissance réactive est trop importante, elle va entraîner des pertes par effet Joule dans le câblage et potentiellement, effectivement, alors surcharger les transformateurs, voilà, et potentiellement entraîner également des chutes de tension au niveau du générateur. Donc, qui risque d'avoir créé des problèmes, effectivement, pour les autres appareils adjoints. Alors, du coup, un peu quantifier cette notion de puissance réactive, ça permet de borner un peu le câblage électrique. Alors, comment c'est défini et calculé? Là encore, on retrouve quelque chose de connu, c'est l'intégration à minimum sur une période. Cette fois-ci, c'est pas simplement U de T fois I de T comme la puissance active, c'est le courant. Alors ici, la tension retardée de pi sur 2. Alors ça peut être le courant qui peut être retardé, ça dépend de ce que vous choisissez, mais ça change de rien. Donc en tout cas, on retarde l'un des deux par rapport à la puissance active. Voilà, et il suffit d'intégrer ça, et vous avez la puissance réactive. Dans le cas de charge linéaire, en fait, ça peut aussi se retrouver, la valeur de Q, si vous avez déjà calculé la puissance apparente et la puissance active par cette formule ici. Donc, ça évite de calculer cette intégration. Alors, je vais vous montrer que dans les appareils de mesure, je vous prends le datasheet d'un composant qui s'appelle le PSM004T. Version V3 où dedans il y a un ICU, un petit chip qui mesure les puissances qui s'appelle le Winbond V981D, et on voit que dans le datasheet que l'étage par exemple ici pour calculer la puissance active, on voit bien la tension instantanée, le courant instantané qui rentrent, qui sont multipliés. Ça c'est un filtre passe-bande, en fait ça fait le rôle de l'intégrale, d'accord, c'est un intégrateur, il y a une notion de calibration etc, mais on retrouve plus ou moins l'intégrale de 1 sur T, 0 à T, de I de T fois I de T, voilà, et c'est intégré, et on récupère la puissance active. Pour la puissance réactive, c'est un peu la même chose qu'ici, à part qu'au préalable, on a mis sur le courant, là ça a été fait, déphasage a été mis sur le courant, on déphase de pi sur 2, enfin de moins pi sur 2 exactement, sinon le reste de la chaîne est exactement comme la puissance active, et ça correspond à la fameuse formule que je vous ai donnée. Et enfin, pour la puissance apparente, on prend les deux, soit la tension, soit le courant, en fait c'est deux fois cette branche-là. On les multiplie U avec U, ça fait U carré, c'est clair. On l'intègre et on n'oublie pas de prendre la racine carrée. C'est exactement la formule de la tension ou de l'intensité efficace. Donc vous voyez, c'est fait comme ça dans le composant électronique. Alors, une fois qu'on a défini ces trois puissances, on va quand même aussi définir la notion de facteur de forme. Alors, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est le rapport de la puissance active sur la puissance apparente. Alors, comme la valeur de la puissance active peut prendre un signe négatif, donc je la définis avec une valeur absolue. Et donc, si on réécrit toutes ces formules-là, ça me donne ça, ces intégrales-là. Donc, vous avez vu calculé par les trois branches du composant, par exemple. Et tiens, c'est marrant parce que ça doit vous rappeler quelque chose en mathématiques. Et c'est la notion de produit scalaire et de norme. Voilà, donc c'est le rapport comme ça. En tout cas, cette quantité ici, ce facteur de puissance, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Et si il vaut 1, ça veut dire que vous avez parfaitement, pour une charge linéaire, vous avez quelque chose en phase. Et au contraire, s'il n'est pas égal à 1, vous avez le déphasage. Donc je le répète, pour une charge linéaire, ce facteur de forme, de puissance, mesure indirectement le déphasage, et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent, on va dire par défaut, le fameux cos phi, mais ça sous-entend qu'il n'y a que des charges linéaires, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, du coup, j'ai commencé à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est que dans la vraie vie, dans nos appareils, en fait, les proportions de charge linéaire sont assez faibles, et dans une bonne majorité de nos appareils qu'on utilise au quotidien sont qualifiés de charge non linéaire. Qu'est-ce que c'est une charge non linéaire? Ça veut dire que la courbe de courant ne peut plus se retrouver facilement par une simple transformation linéaire de la courbe de tension. Donc il y a des arrêts, des montées un peu brusques, etc. Alors voici quelques exemples. Vous avez des variateurs de vitesse. Vous voyez ici, en courant, il y a des repliements comme ça. Pareil ici pour des redresseurs, pour des charges d'alimentation informatique. Ici c'est des éclairages.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces charges linéaires, donc vont être vraiment caractérisées par leur courbe de courant, qui vont être vraiment s'écarter d'une courbe sinusoïdale, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces signaux-là, on va dire qu'ils sont non pas qu'une seule onde sinusoïdale à 50 Hz, mais ça va être la superposition de plusieurs ondes sinusoïdales. Et donc, toutes les ondes sinusoïdales multiples du 50 Hz, on va les appeler des harmoniques. Et donc, ça veut dire que pour toute charge linéaire, eh ben, on a des amplitudes de courant de ces harmoniques qui sont différentes de 0. D'accord ? Et parmi toutes ces charges non linéaires, il y en a une vraiment qui nous intéresse pour le routeur solaire, et ben c'est la fameuse, c'est le fameux triac, puisque la majorité des onduleurs routeurs sont basés à base de ce triac. Donc c'est un composant qui, grosso modo, un composant qui laisse passer le courant après avoir attendu un temps alpha. Alors comme on est sur une période, donc c'est un angle également. Et donc voilà, donc j'attends alpha, et puis à partir de là, le triac devient passant et laisse passer le bout de, par exemple, la sinusoïde de courant qui était en entrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a ce morceau d'aileron qui, finalement, si on l'intègre par notre formule de puissance active, va nous donner une puissance qui va être proportionnelle à la puissance P0 initiale. D'accord? Et donc, du coup, on va pouvoir sortir quelque chose, une puissance ballon, par exemple, qui va être bornée entre 0 watts si le alpha est quasiment égal à pi, ou si je démarre immédiatement, j'ouvre immédiatement mon triac, j'ai mon puissance ballon, ça veut dire que j'ouvre quasiment toute la sinusoïde, elle va être égale à P0. Voilà, donc grâce à cet angle ici, je peux moduler la puissance en sortie de mon triac, et donc donner, ingérer une puissance, injecter une puissance qui est variable au niveau de mon ballon de charge sanitaire, de ECS, pardon. Alors, du coup, comme il y a des harmoniques, il faut également définir la notion de puissance déformante, et comme vous le voyez par cette formule, ça va être la contribution du produit tension efficace. Donc normalement la courbe de tension ne change ou quasiment ne change pas, fois l'intensité de toutes ces harmoniques, et évidemment les harmoniques différentes de la fondamentale, c'est-à-dire différentes de k égale 1, et on va toutes les intégrer et puis en prendre une racine. Donc cette puissance déformante exprimée en VA, elle est caractéristique, ou en tout cas elle est non nulle dès qu'on a des charges non linéaires. Et du coup, la puissance apparente dans une charge non linéaire, sa définition est un petit peu modifiée, où on voit apparaître maintenant ce fameux paramètre d carré qui apparaît en plus, ou dans une charge linéaire, celui-ci est égal à 0. Voilà, donc ça va être intéressant également pour caractériser, pour signer finalement les contributions des charges non linéaires. Alors, également, on aime bien également utiliser la notion de taux de distorsion harmonique, et l'on voit dans ces formules, alors il y en a plusieurs de taux de distorsion, il y a celui en courant, donc que j'appelle THDI, qui va être égal au rapport de toutes les amplitudes de courant pour les harmoniques supérieures à 1 divisé par l'intensité de la fondamentale. Identique pour les amplitudes de tension, c'est donc les amplitudes de tension pour les harmoniques supérieures à 1, donc autre chose que la fondamentale, divisé par la tension de la fondamentale. Et donc ce machin-là, ces deux quantités-là, si vous les calculez, et ça va vous donner un nombre compris entre 0 et 1. Si la valeur est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence d'harmonique, c'est-à-dire tous les IHK valent 0. A contrario, ça peut prendre une grande valeur, même ça peut être même supérieur à 1, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça peut même être supérieur à 1. Et voilà, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'harmoniques, et donc c'est une signature d'une charge très largement non linéaire. Il y a beaucoup d'harmoniques basse fréquence, même haute fréquence. Et un facteur de forme, la définition c'est ça, d'accord, et ça peut se calculer en tout cas au travers du cos phi de la phase du fondamental plus le THDI que je viens de calculer. Voilà, toutes ces notions de D, de THDI, THDV et de la puissance apparente, dès qu'il y a une charge non linéaire, prennent des valeurs, et lorsqu'on les calcule, ça permet de quantifier un peu les choses, l'impact sur le réseau de notre triac. Alors, pour analyser un peu ce signal triac, un outil qui est extrêmement intéressant, ce sont les transformètres Fourier, et également pour resynthétiser potentiellement un tel signal
TRIAC la notion de série de Fourier. Donc on va dire que la transformée de Fourier ou FFT en traitement du signal, c'est plutôt dans un outil d'analyse, et la série de Fourier, c'est plutôt une analyse de synthèse. Et donc par exemple, si on dit tiens, qu'est-ce qui me permettrait de resynthétiser exactement le même signal de TRIAC? Eh ben, on sait que pour une fonction réelle, un signal ici de courant, ben ça va s'écrire comme un signal moyen I0 plus, regardez, cette somme de quoi? Ben, de cosinusoïdes d'amplitude AK et de sinusoïdes BK. Voilà, avec des pulsations qui soient plurielles, enfin en tout cas associées aux 50 Hz pour nous. Alors, I0, je l'ai déjà mentionné, c'est la valeur du signal moyen, et A de K, bah, c'est quoi? Bah, on reconnaît en fait, en mathématiques, c'est le produit scalaire de notre courant avec ici notre cosinusoïde, mais à la pulsation K oméga 0, c'est-à-dire, on va dire 50 Hz, 150, enfin 100, pardon, 100, 150, 200, etc. Et pareil pour les BK, ici, c'est le produit scalaire de notre signal qu'on cherche à resynthétiser avec cette fois-ci la base en sinusoïde. D'accord? Et donc du coup, ben, en calculant les AK et les B de K, et ben pour on va dire beaucoup de K, et ben je peux resynthétiser le signal du TRIAC, je vais vous le montrer après. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt de exprimer I de T non pas sous cette forme-là avec cette somme de cosinus et de sinusoïdes, mais plutôt sous une seule forme, ici avec des CK avec que des cosinusoïdes, et puis vous voyez la notion de BK a plutôt été transposée à la notion de phase, même si c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. Oui, en tout cas les CK, l'amplitude de la seule sinusoïde présente, c'est un module ici de A de K carré plus B de K carré, et ici phi de K, et ben c'est l'arctangence des différentes phases de la fondamentale et aux harmoniques. Donc du coup, quand je calcule A de K et B de K, ben, je peux en déduire C de K et phi de K. Donc voilà, et je peux resynthétiser en utilisant cette formule. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de calculer justement ces coefficients A de K, etc. Pour le cas du TRIAC. Et ben voici un peu les résultats. Donc d'une manière générale, je vais vous le présenter pour une amplitude I0 à 1 ampère, et puis après il suffira de multiplier par une constante pour les retrouver à n'importe quelle fois l'intensité ou la puissance associée. Donc déjà les coefficients A1 et B1, ben voilà ce qu'on a. On a moins sinus alpha carré, je vous rappelle que alpha c'est l'angle d'ouverture du TRIAC, sur pi, et B1 c'est 1 moins alpha pi sur 2 sinus 2 alpha de pi. Tiens, c'est marrant parce que ça ressemble au coefficient pour calculer la puissance en sortie d'un TRIAC, en fait, c'est ça assez rigolo. Et c'est normal. Et enfin, ben pour les AK et B de K, pour toutes les harmoniques impaires, donc pour K égale 3, K égale 5, etc. Alors vous allez me dire, mais pour les harmoniques paires, en fait, les AK et BK, ils valent 0 parce que c'est un signal réel avec des symétries qui vont bien. Donc, seuls les AK et BK pour les valeurs de K impaires sont non nulles et valent ces valeurs. D'accord? Donc, on en déduit le CK et du coup, ben, la valeur de l'intensité pour l'harmonique K, donc impair, eh ben, c'est CK, le module, fois le courant efficace que vous avez calculé une fois pour toutes. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un peu qu'est-ce qui se passe lorsque je trace ces différents CK et je trace les CK normalisés, c'est-à-dire tous les CK que je divise par C1. Donc du coup, ben, la première valeur c'est C1 sur C1, ça va être égal à 1. Et donc ça va me permettre de voir finalement quel est le rapport de proportion des harmoniques par rapport à la fondamentale. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, finalement pour l'harmonique 1, c'est-à-dire pour l'amplitude de courant de la fondamentale, ben, on a 1. Et on voit déjà que l'amplitude de courant pour l'harmonique 3 est assez haut. Et ben on a quelque chose à 0,54 de mémoire. Et puis, regardez les autres. On a pour la 3 et 7, on a les deux mêmes valeurs. Pareil pour 9 et 11, 13 et 15, ainsi de suite. On a ces fameux couples d'harmoniques en amplitude qui sont strictement égales, comme montré dans les vidéos de Guillaume et puis de Pierre. Donc, on retrouve ces choses-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous montrer que on va bien resynthétiser les choses. Et voilà, donc je vais reprendre mon Google Colab, le deuxième fichier Google Colab que je vous donne. Et là, par exemple, donc vous descendez tout en bas et vous allez avoir, alors vous exécutez chacun des blocs au préalable, hein, comme je vous ai dit, sinon vous n'y arrivez pas. Et on va avoir ici l'animation de la synthèse du TRIAC où je vais resynthétiser ici avec 51 harmoniques, voilà. Et donc regardez bien,
Donc on a le signal, chaque fois je rajoute ces fameuses cosinusoïdes, et au fur et à mesure je rajoute les harmoniques. Ben regardez les amplitudes ici, et de plus en plus la synthèse du signal triac converge vers la bonne valeur, en tout cas vers le signal original. Donc du coup, ça me permet de récupérer les coefficients. Et ce que je vous ai tracé en bleu, c'est la transformée de Fourier. Donc je vous ai dit, c'est l'outil d'analyse. Et finalement, les pics de ces transformées de Fourier sont bien calés sur les multiples du 50 Hz et leur amplitude est, comme par hasard, vraiment identique au calcul des coefficients de Fourier, de la série de Fourier que j'ai obtenu par la série Triac. Donc tout colle, vous voyez bien les croix correspondent bien au pic de la FFT pour chacune des multiples du 50 Hz. Voilà, donc je sais que cette première vidéo est très technique, je vous ai présenté pas mal d'outils, on a pas mal de notions maintenant sur le Triac, et donc, du coup, alors, il faut que je remonte en affichage diaporama. Voilà, désolé. Je ne maîtrise pas encore bien les choses avec le grabeur. Et donc, on va essayer de commencer à répondre à d'autres questions. Vous savez que, non, peut-être vous ne savez pas, mais en tout cas, c'est la norme de la classe A respectée pour les Triac. Alors, du coup, la norme sur laquelle s'appuie la certification CE en matière d'harmonique et de courant maximum qui doit être gérée, c'est la norme CEI 61000-3-2. Voilà, et donc vous avez la référence ici. Donc, grosso modo, vous suivez ce diagramme ici, et si vous répétez non, c'est que votre appareil appartient à la classe A, et les autres classes sont un peu plus restrictives au niveau des normes. Et nous, comme c'est un appareil puissant, c'est la classe A, c'est le cas du Triac. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la classe A, on voit sur ce tableau que l'harmonique de courant de H3 ne doit pas dépasser 2,3 ampères. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose. Donc, en termes d'appareil de Triac, en termes de consommateurs individuels, la norme nous dit que, attention, IH3 ne doit pas dépasser 2,3 ampères. Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est calculer pour différents angles d'ouverture du Triac et pour différentes puissances P0, cette fameuse courant IH3, merci grâce aux séries de Fourier, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, c'est que quelles que soient les puissances de ballon, je pars de 1000 watts jusqu'à 3000 watts, le maximum de courant pour l'harmonique 3 est à 90 degrés. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que si votre point de régulation, à un moment donné, à un instant T de votre Triac, c'est à 90 degrés, vous avez votre maximum d'émission d'harmonique H3. Mais en tout cas, ici, vous voyez en bleu, c'est la limite des 2,3. Donc ce qui veut dire que déjà, que toute Triac ou en aval, vous avez une charge de moins de 1700 watts, vous respectez la norme de la classe A. Et c'est effectivement à partir de 1700 watts que vous dépassez, par exemple, pour un ballon de 2000 watts, légèrement les choses. Donc, vous voyez ici deux valeurs de alpha, c'est les valeurs de alpha entrant et alpha sortant pour lesquelles, effectivement, vous ne respectez plus la norme de la classe A, c'est-à-dire, voilà. Donc, déjà, pour un ballon de 2000 watts, vous dépassez, vous êtes à 2,6 ampères au lieu de 2,3, donc c'est pas non plus un dépassement monstrueux de la classe A. Et effectivement, pour un ballon de 3000 watts, ici, effectivement, les choses se gâtent un peu puisque vous arrivez à peu près à 4 ampères pour les choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure déjà dans cette première vidéo? Nous avons établi les notions principales qui vont vous permettre utiles pour l'analyse du routeur solaire on-grid. Déjà, ce qu'on a vu, c'est que toute interprétation de n'importe quelle puissance en alternative doit être faite au minimum après une intégration de 20 mA. Pas besoin de dire « Ah voilà, on prend ça, etc. » avant cette période-là, c'est pas possible parce que notre estimateur n'a pas eu le temps de converger, tout simplement. Donc, ça veut rien dire d'interpréter les choses en dessous de 20 mA. Et on sait déjà que si on a un Triac, pour respecter la norme CEI 61000-3-2, déjà, si j'ai une charge de 1700 watts, et on a vu quasiment 2000 watts, je respecte la norme de la classe A. Alors, c'est la fin de cette première série, et je peux vous annoncer que la prochaine vidéo, qui va sortir, j'espère, assez rapidement, il va y avoir pas mal de notions super intéressantes pour essayer de répondre à l'ensemble des premières questions que je vous ai présentées.